On fait ce PowerPoint. Ce sont deux orthophonistes qui sont assez spécialisés en neurologie, qui travaillent beaucoup sur le Parkinson et aussi sur la sclérose en plaques, donc ils ont une bonne compétence sur ce sujet. Alors, quels sont les objectifs de la prise en charge orthophonique, hein? Le but, surtout, c'est d'arriver à maintenir les fonctions cognitives du patient. Ces fonctions peuvent être atteintes par la maladie, comme on l'a dit. Dès le début, il existe systématiquement des petits troubles de mémoire, des petits troubles cognitifs. C'est-à-dire cognitif, c'est un terme un peu général pour parler de tout ce qui est intellectuel. Même s'ils sont peu visibles, même s'ils sont difficiles à cerner, on n'a pas de bilan. Autant c'est assez facile de faire le bilan d'un aphasique qui a eu un accident vasculaire, d'étudier la parole d'un parkinsonien. Dans la sclérose en plaques, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus fin comme trouble. Et voilà. Donc l'orthophoniste va agir au niveau des troubles cognitifs. Il peut aussi agir sur un plan beaucoup plus moteur, qui sont les troubles articulatoires. Certaines personnes qui ont une atteinte cérébelleuse ont une dysarthrie cérébelleuse, et donc ça aussi, ça peut se rééduquer. La voix, c'est-à-dire l'intensité de la voix. On fait de la phoniatrie, donc c'est quand même les orthophonistes qui le font. Et enfin, la déglutition, le travail de la déglutition. Un patient qui a une atteinte bulbaire peut faire des fausses routes, et vous connaissez tous le danger des fausses routes. Donc, comme vous voyez, il y a une palette assez importante. Alors, comme je vous l'ai dit, ces troubles apparaissent dès le début de la maladie. Dans 40 à 60% des cas, les patients vont s'en plaindre. Donc, un patient sur deux va se plaindre de troubles cognitifs, mais même celui qui ne s'en plaint pas va s'en plaindre de façon indirecte. Par exemple, j'ai du mal au travail, j'arrive pas à suivre le rythme, je traite moins de dossiers, etc. Donc, l'orthophonie, c'est pas uniquement perdre la mémoire, hein, c'est tout à fait différent. Et l'impact, il est important, et sur la vie quotidienne et sur la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui est touché dans la sclérose en plaques? L'attention divisée, ça c'est un truc important. C'est lorsque vous êtes en réunion, vous parlez avec plusieurs personnes. Parfois, le patient peut simplement avoir une difficulté à travailler en même temps sur trois conversations de sujets. Et pourtant, le patient raisonne normalement, parle normalement, et ça va le fatiguer beaucoup. On retombe encore dans la fatigue, où il existe un effort intellectuel très important pour arriver à soutenir la conversation. L'attention soutenue, c'est dans le même genre, et ensuite l'attention focale sélective, quand il y a plusieurs dialogues qui se croisent. Donc, c'est vraiment l'activité professionnelle où on a le plus d'atteintes, hein, parce que dans la vie courante, le langage dans la famille est assez simple, et les conjoints et enfants sont quand même plus compréhensifs là-dessus. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un gros ralentissement dans la vitesse de traitement de l'information. Donc, les capacités attentionnelles vont être difficiles, c'est-à-dire que ça va être difficile de maintenir une attention soutenue pendant 2 heures, 3 heures. Voilà, il faut faire des petites pauses, il faut savoir s'arrêter. Et là encore, c'est dans le travail que les questions vont se poser, parce que c'est difficile de dire à son patron, je m'arrête 10 minutes, j'ai besoin de me reposer la tête. Voilà. Et donc, là, il y a aussi la mémoire de travail. La mémoire de travail, on a le disque dur, la mémoire vive, hein, comme dans un ordinateur. Il faut aller piocher dans le disque dur des informations, les amener dans la mémoire vive, en faire une espèce de mayonnaise et ressortir un raisonnement. Et donc, dans la sclérose en plaques, hein, une des grandes difficultés, c'est parfois d'aller chercher dans le disque dur des informations, il y a un retard, et puis après, de faire cette espèce de travail d'additionner les éléments pour en faire un raisonnement correct. Donc, c'est ce qu'on appelle la fatigue cognitive, et elle peut être déclenchée aussi par une fatigue physique. C'est-à-dire que quand on est très fatigué physiquement, indirectement, ça entraîne une fatigue cognitive. Alors, l'apprentissage aussi peut être touché, c'est-à-dire qu'il est plus difficile pour un patient d'apprendre de nouvelles choses. Hein. Ça, c'est bon, déjà avec l'âge, oui, voilà. Et puis, donc là, c'est et l'encodage, c'est-à-dire l'encodage, c'est arriver à avoir suffisamment d'attention, de concentration sur un sujet pour arriver à le mettre dans la mémoire vive, puis le rentrer dans le disque dur. Et donc, ça peut entraîner des oublis d'organisation, des choses comme ça. Et donc la faiblesse de mémoire de travail, là encore, va entraîner un effort supplémentaire considérable pour arriver au même résultat. Alors, donc après, bon, c'est tout, c'est toutes les troubles. Hein. Donc, qu'est-ce qui va être touché? C'est le raisonnement, effectivement, avec le langage. Alors, même si la pensée est correcte, arriver à verbaliser les choses, c'est difficile. La planification, organiser, mettre une journée, son travail, dire, ça devient un travail qui peut être parfois difficile.
Et la flexibilité, c'est-à-dire qu'il y a moins d'adaptation, une surprise, une désorganisation du travail est beaucoup plus déstabilisante que ce sujet n'a atteint. Et puis l'inhibition. Donc ces troubles sont quand même assez fugaces, hein, assez fins, je veux dire, ils ne sont pas évidents du tout. Hein. Le témoin extérieur ne voit pas grand-chose, hein, parce que, voilà, à la limite, il veut dire, oh, il est un peu lent, mais c'est tout. Hein. Et oui, il va engueuler parce que le travail n'est pas fait. Alors le langage, oui, en général, il n'y a pas d'aphasie. L'aphasie, c'est un trouble de la conception du langage. C'est ce qu'on voit dans les accidents vasculaires cérébraux, qu'on peut voir dans la maladie d'Alzheimer, dans toutes ces maladies. Dans la sclérose en plaques, non, c'est pas vraiment le problème. Il y a plus simplement parfois une difficulté à trouver le mot. C'est un trouble que l'on a tous un petit peu, mais qui peut, dans la sclérose en plaques, prendre plus, retrouver le bon mot, ou faire des paraphasies, c'est-à-dire dire un parapluie à la place d'un lavabo. Enfin, vous voyez, donc il y a des paraphasies, ce qu'on appelle phonémiques. Phonémique, c'est le même son, dire un rable au lieu d'une table. Et sémantique, c'est employer deux mots de la même famille, lavabo et baignoire. Vous voyez. Donc ça, c'est des choses plus fréquentes. Et dans la fatigue physiologique du sujet normal, il y a souvent ces types de paraphasie. C'est pas pathologique en soi, mais c'est la personne qui a une sclérose en plaques qui est plus fatigable. À ce moment-là, on voit apparaître plus facilement ce type de trouble. Aussi, alors si on prend des phrases ambiguës, ça c'est tous les exercices que peuvent faire les orthophonistes pour faire apparaître des difficultés de compréhension dans les absurdités, les histoires absurdes, les contraires, les choses comme ça. Alors, en revanche, si vous faites de la dénomination, c'est de dire quel est cet objet, téléphone, stylo, ça sort tout seul, il n'y a pas de problème. Une fois de plus, je répète, ça n'est pas une aphasie. C'est pour ça que la prise en charge orthophoniste est assez récente, parce que les orthophonistes n'étaient pas vraiment formés. On ne peut même pas dire que la prise en charge des troubles cognitifs par l'orthophoniste est vraiment codifiée. Alors, est-ce qu'il y a c'est les gens qui s'intéressent au sujet qui le font, mais pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment une stratégie précise comme pour les aphasiques. Donc après le côté cognitif, c'est-à-dire la mémoire de travail, la mémoire épisodique, il y a tous les troubles articulatoires. Donc là, on rentre dans un sujet un peu plus simple, c'est mécanique. Donc on peut avoir un déficit moteur d'un bras, mais on peut aussi avoir un déficit moteur de l'articulation. Donc c'est ce qu'on appelle une dysarthrie. L'aphasie, c'est la conception du langage. La dysarthrie, c'est un trouble d'articulation. Donc parfois, certains patients qui ont des atteintes de la partie basse du cerveau, du tronc cérébral, peuvent avoir aussi bien des troubles de déglutition que des troubles de l'articulation et peuvent être difficiles à comprendre. Donc ça entraîne un retard pour parler et ça entraîne une difficulté. On s'isole un peu parce que quand on veut sortir quelque chose, on est en retard, les autres le comprennent mal. Et ça, il y a une rééducation sur la phonation, sur le souffle, sur la déglutition, la respiration, parce qu'un patient qui respire mal ou qui n'a pas une bonne synchronisation entre l'articulation et la phonation va être mal compris. Donc ça, c'est la deuxième partie, la cognition, l'articulation. Et donc en 3, le trouble de déglutition, c'est les fausses routes qui peuvent être dramatiques. Hein. C'est rare, heureusement, mais toute personne ayant une atteinte du tronc peut faire des fausses routes. Peut-être que c'est des choses que vous voyez plus souvent, vous, en centre de rééducation post-traumatique, avec les difficultés. Alors là, il y a des adaptations au niveau de l'alimentation. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Il faut des fois manger des produits mixés, pas trop liquides. Certaines personnes sont obligées de boire de l'eau gélifiée. Mais ça, on tombe vraiment dans un handicap rare et peu fréquent dans la sclérose en plaques. Et puis la posture. Quand on mange, quand on a des troubles de déglutition, même pas très important, il faut manger au calme, sans télé, sans parler, sans rigoler. Il faut faire la gueule un peu, c'est dommage, mais c'est comme ça. Il faut être au calme, ça c'est un point important. Si on fait 3 choses à la fois, c'est là où on avale de travers. Surtout sans parler, effectivement. Oui, parce que voilà, vous devez parler et vous devez contrôler votre parole et le débit. Et la posture aussi est très importante. Ouais, être bien installé, il faut trouver sa position, celle qui déclenche parce que la déglutition, c'est une série de réflexes qui suivent les uns derrière les autres, et il suffit qu'un des réflexes soit en contradiction, ça passe pas. Donc on voit que l'orthophonie, c'est quelque chose d'important. Hein. En plus, souvent, j'avoue qu'on n'a pas de psychologue de ville, puisque les psychologues de ville ne sont pas pris en charge. Les orthophonistes, c'est des fois des bons psychologues. Et effectivement, le suivi, alors,
il est peut-être pas comme vous voudriez, mais au moins on a quelqu'un qui voit régulièrement le patient, au même titre que les kinés. Les kinés, c'est souvent des bons psys. Et ils voient les gens, ils discutent. Et ben de la même façon avec l'orthophoniste. Et c'est là où il va s'apercevoir. L'orthophoniste peut des fois me prévenir en disant il y a quelque chose qui ne va pas, faut intervenir. Et donc l'orthophoniste a un rôle important dans la sclérose en plaques. C'est assez difficile d'avoir des rendez-vous, mais une fois que le patient peut en charge, ça va. Même problème du côté de Montargis Est. Je ne sais pas s'ils parlent français là-bas, non? Ça doit être difficile de trouver. Ça doit être non, quand Pithiviers, il doit y avoir un orthophoniste à Pithiviers. Enfin, je sais pas. C'est des fois assez dramatique. Voilà. Et puis, bien sûr, on peut traverser tout ça, avoir une sclérose en plaques, sans avoir de troubles cognitifs, c'est possible, sans avoir de troubles de l'articulation. Donc, en premier, il faut toujours faire un bilan. Ça, c'est la base essentielle. Quand on prescrit le bilan. Et en fonction du bilan, on voit s'il y a besoin d'une évaluation. Voilà, donc, le rôle d'accompagnement est important. Les conseils donnés pour le travail. Et puis, c'est toujours le même problème. On retombe toujours sur le problème du travail. On en a parlé du boulot aujourd'hui. Parce que c'est effectivement... Le but, c'est quand même garder son travail. Pour être complètement coupé le plus longtemps possible, mais à condition que ce ne soit pas non plus une contrainte. Il ne faut pas s'épuiser pour ça. Ça, c'est des petits exercices qu'elle m'a mis. Bon, ça, c'est pour le langage. C'est Pierre aime beaucoup les frites. Voilà. On lui a fait une magnifique... Oui, porc, ça va, oui. Je pensais à autre chose, mais bon, ça n'aurait pas été correct. Voilà, et ainsi de suite, voilà. Donc voilà. Donc souvent, les gens dans l'orthophonie, c'est pas drôle. On peut faire de l'orthophonie tout en étant, je veux dire, gardons toujours l'esprit ludique quand on travaille. Pareil, voilà. Patiner, là, c'est donc aller chercher, c'est la mémoire de travail, c'est aller chercher le mot au bon moment, au bon endroit. Et voilà, donc il y a plein de petits exercices. Voilà, donc là c'est un peu plus sophistiqué, c'est vrai, la flexibilité mentale. Donc voilà, quels sont les animaux qui volent et qui ne sont pas des oiseaux. Donc là, il y a la rapidité qui compte. Personnellement, quand je suis les scléroses en plaques, maintenant, très souvent, je fais faire 2 exercices. Un premier qui est un exercice sur Internet, que beaucoup ne font pas. Sur Internet, c'est un questionnaire de qualité de vie. Alors la qualité de vie, c'est le retentissement de la maladie sur le travail, la vie sociale, la vie familiale, faire les courses, les loisirs. Et là, la fatigue rentre beaucoup. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce test, le DSS tient pas. Moi, je le mets, voilà, mais le DSS, il est sans rapport des fois, puisque on peut avoir peu de handicap et avoir une gêne importante au travail pour conduire, etc. Et au cabinet, je leur fais faire un test de 90 secondes. Qui s'appelle le CSCT, j'ai plus le terme, c'est un terme anglais. C'est 9 petits dessins, 9 chiffres. Et en 90 secondes, ils doivent prendre une liste où en ayant je ne sais pas comment on appelle ça, la ligne, il y a une ligne où il y a marqué les 9 dessins, les 9 chiffres, et on le fait. Et ça, je le suis au long cours, et c'est vraiment très lié à l'atteinte cognitive. Les jeunes font tout en 90 secondes, ils arrivent à faire 60, les vieux 35, voilà. Et puis, quelqu'un qui a de gros troubles cognitifs va avoir une lenteur parce qu'il n'est pas capable de faire de micro-programmes pour aller plus vite. Il est à chaque fois obligé de revenir. Voilà. On le voit, que je le fais faire aussi aux Parkinsoniens qui ont des scores effondrés, eux. Voilà. Et c'est un test de vivacité intellectuelle que je fais faire presque, pas à chaque visite, mais souvent, et qui me permet de suivre. Et si je vois une cassure, d'un seul coup, je me dis attention, il y a quelque chose qui se passe, des troubles cognitifs sont en train d'apparaître. La planification, par exemple, classer tout ça, c'est des choses qui paraissent assez simples, mais fait en exercice, ça permet de recadrer et le patient va servir de ses stratégies pour son travail. La mémoire de travail, là, c'est reclassé par ordre alphabétique. Donc là, c'est de la vivacité intellectuelle. Voilà. Donc merci à Madame Gaufroy et à sa fille d'avoir fait ce PowerPoint.